Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. Chaque semaine, 40 minutes en tête-à-tête avec des élus du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce n'est pas un élu qui est en face de moi, c'est un représentant de l'État, Laurent Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le préfet de l'Isère depuis un peu plus d'1 an. Vous étiez avant en poste très loin de nos montagnes, en Nouvelle-Calédonie. Administrativement parlant, c'est la France, mais on est quand même à l'autre bout du monde. On est à l'autre bout du monde avec un système administratif très différent et une très large autonomie donnée à ce territoire du Pacifique. C'est plus compliqué de gérer les affaires ici en Isère qu'en Nouvelle-Calédonie quand on est préfet? C'est plus classique dans le métier qui est le mien. En Nouvelle-Calédonie, il y a un enjeu autour du futur de ce territoire, de la volonté d'indépendance d'une partie de la population. Évidemment, des sujets qu'on a moins en Isère. Et je retrouve en revanche d'autres thématiques que j'ai pratiquées avant, autour du développement économique, de la cohésion sociale, et de la sécurité, tous les sujets qu'on va sans doute évoquer avec vous. Et oui, évidemment. Avant ça, sur votre parcours, vous avez également été en poste en Martinique, donc vous aimez bien les territoires d'outre-mer. C'est un choix de venir ici en Isère. Un préfet a le droit de choisir sa destination? Non, nous sommes sur des postes qui sont ce qu'on appelle à la discrétion du gouvernement. Donc, quand on est préfet, on prend le poste qui vous est, sur lequel vous êtes nommé par le gouvernement. La seule nuance, c'est que pour aller outre-mer, on demande quand même l'accord, parce qu'il y a des contraintes familiales et personnelles fortes. Donc, on ne vous envoie pas outre-mer contre votre gré. Mais pour le reste, on est évidemment à la disposition du gouvernement sur ces postes à responsabilité qui sont tout simplement passionnants. Alors vous l'avez dit, un préfet en charge notamment tout l'aspect sécurité publique, qui est un dossier important à Grenoble. Vous avez d'ailleurs donné ce vendredi une conférence de presse avec la patronne de la police. On voit là les images de ce matin et le patron de la gendarmerie. C'était quoi l'objectif de ce point presse? Il était double. D'abord, relayer la communication nationale du ministre de l'Intérieur en début de semaine qui a centré sur les 20 départements qui pèsent le plus statistiquement en termes de délinquance aujourd'hui dans notre pays et qui a mis en avant des résultats très positifs obtenus dans le département, comme dans d'autres départements de France, sur des faits qui touchent le quotidien de nos concitoyens, en particulier la délinquance dans les transports en commun ou bien la lutte contre les cambriolages. Donc ça, c'était le premier objectif, relayer au niveau local la parole du ministre. Et puis, deuxième élément qui est plus lié à notre actualité, c'est que ces dernières semaines, il y a eu des faits très spectaculaires, violents, qui ont marqué la vie de l'agglomération grenobloise en particulier, mais pas seulement. Et avec la directrice de la police nationale et le général qui commande les gendarmes, on a vraiment voulu remettre les choses en perspective, montrer le travail qui était fait tous les jours de l'année par les 1000 policiers, les 1600 gendarmes, montrer les effets de cette présence et de cette lutte conduite par nos forces de l'ordre contre l'insécurité en termes de résultats, avec des baisses très marquées par exemple, du nombre des cambriolages dans les logements. Sur le mois de septembre, moins 18% pratiquement par rapport au mois de septembre de l'année précédente, avec une baisse de la délinquance de voie publique, là aussi de septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Alors ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la mobilisation des forces de l'ordre, d'une plus grande présence sur le terrain qui nous est aussi demandée par le ministre. Et donc l'objectif, c'était aussi de mettre ça en perspective et de ne pas rester sur l'image de ces affaires très spectaculaires, mais qui finalement correspondent peut-être mal avec ce que vivent quotidiennement nos concitoyens et sur lesquels c'est bien aussi de leur donner des indications sur le travail qui est conduit et sur les résultats qui sont atteints. Donc une délinquance, on va dire, de façon globale, plutôt en baisse en Isère. Vous évoquez quand même ces cas spectaculaires. Il n'y en a pas eu qu'un ces dernières semaines. On compte une dizaine de fusillades depuis le début de l'été sur l'agglomération grenobloise. La dernière en date, c'était dans le quartier Saint-Bruno, en tout cas impliquant potentiellement les riverains. On voit quelques images d'ailleurs qui ont été prises par un passant au téléphone portable. On est en pleine journée dans un lieu fréquenté par beaucoup de monde avec des kalachnikovs et des tirs. Il n'y a eu aucun blessé sur cette fusillade, si ce n'est l'un des auteurs qui ensuite a été interpellé par la police un petit peu plus loin. On a quand même l'impression qu'un jour ça va mal finir. Personne ne peut nier la présence de ces faits, leur gravité.
Le fait que de la part des policiers et des gendarmes, pour intercepter les auteurs de ces faits, il y a une prise de risque, il y a parfois effectivement l'usage des armes. Après l'événement à Saint-Bruno, il y a eu cet automobiliste avec un casier judiciaire très important qui a refusé de s'arrêter, qui a ouvert le feu sur les policiers, qui a voulu renverser certains d'entre eux, l'usage des armes et malheureusement la passagère décédée. Donc je ne vais pas nier l'existence de ces faits. Ils sont extrêmement minoritaires sur la délinquance constatée en général sur le département de l'Isère et également sur Grenoble. Et quand je dis extrêmement minoritaire, c'est-à-dire que les faits de violence impliquant des armes, qu'elles soient blanches ou à feu, c'est-à-dire des couteaux ou des armes à feu, c'est entre 1 et 1,5% du total des faits avec violence sur la ville. Donc c'est très spectaculaire. Bien entendu, on ne peut pas accepter de tels faits et il y a des réactions extrêmement rapides des forces de l'ordre avec des interpellations, vous l'avez dit vous-même, avec un engagement des forces de l'ordre. Bien entendu, certains de ces faits sont sans doute liés à des luttes de territoire entre trafiquants de stupéfiants et donc il y a ce travail de fond qui est conduit sur l'agglomération grenobloise comme dans l'ensemble du département pour aller taper sur les points de deal, pour démanteler les réseaux, pour aussi taper au portefeuille des consommateurs, parce que s'il y a des vendeurs, c'est aussi qu'il y a des acheteurs, avec près de 2000 amendes forfaitaires mises l'année dernière sur les consommateurs, sans doute au moins autant cette année, avec des augmentations très fortes de quantité saisie. Alors, évidemment, ça veut dire aussi que le phénomène, il est bien là. Nos concitoyens le constatent, j'allais dire malheureusement. Mais les forces de l'ordre ne baissent pas les bras. Derrière, évidemment, il y a une action aussi très forte menée sous l'autorité du procureur. Il le dit lui-même très régulièrement pour ce qui concerne sa partie. Et puis, moi, je suis évidemment en appui, mais aussi en orientation de l'action des policiers et des gendarmes pour que ce sujet qui est à l'origine d'une grande partie des faits les plus violents, eh bien, soit traité comme tel, comme une priorité, mais sans non plus occulter cette délinquance du quotidien, de la proximité qui touche aussi nos concitoyens, la lutte contre les cambriolages, la lutte contre les violences et qui se traduit par ces baisses depuis maintenant 3 mois dans le département, après un début d'année qui a été plus difficile, il faut bien le dire. Alors, on ne peut pas nier que Grenoble a une mauvaise image, on va dire, dans les médias nationaux. On la présente souvent. Oui, mais c'est vrai. Vous avez, ça c'est indéniable. Et il suffit d'avoir chacun nos contacts en dehors du département de l'Isère. On voit bien que c'est des sujets qui reviennent. Mais justement, il faut aussi d'abord dire le travail qui est fait par les forces de l'ordre, remettre les choses en perspective et montrer que la délinquance du quotidien, qui est celle qui concerne le plus nos concitoyens, voilà, il faut bien aussi dire les choses, eh bien, elle recule et c'est tout l'enjeu pour nous, avec les policiers et les gendarmes, c'est de maintenir cette tendance dans la durée. Je vais vous faire réagir à un petit extrait diffusé la semaine dernière sur une des chaînes d'information nationales, CNews, un parmi d'autres concernant Grenoble. Vous me direz ce que vous en pensez derrière. Plongé au cœur de la violence. Plusieurs reportages édifiants à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, le trafic de drogue qui, dans certains quartiers, se fait au vu et au su de tous, avec les guetteurs au pied de chaque immeuble. Regardez. J'ai grandi dans un quartier à l'Arlequin. Pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne. Voilà, bon, petit extrait parmi d'autres. Vous aviez d'ailleurs été sollicité, je crois, la semaine dernière sur les chaînes info pour rebondir sur ce qui se passait à Grenoble. Est-ce que les médias nationaux font trop, focalisent... Non, mais les médias nationaux rendent compte sur Grenoble comme sur beaucoup d'autres villes de France, si on veut bien regarder 2 minutes ce qui se dit autour de nous, d'une réalité que vivent nos concitoyens de plusieurs quartiers dans la ville, et pas qu'à Grenoble, qui est la présence, parfois très ancienne, de trafic de stupéfiants. Alors, on constate aussi un rajeunissement des acteurs de ce trafic. 12 ans évoque ce témoignage. Oui, c'est pas quand même la règle. Faut pas. Bon, mais enfin, c'est une réalité. Il y a un rajeunissement qui est constaté dans les guetteurs, Bon.
Donc notre sujet, c'est pas simplement effectivement de constater cette réalité et cette présence, c'est qu'est-ce qu'on fait contre. Donc naturellement, il y a les efforts de prévention qui continuent tous les jours dans les établissements scolaires, expliquer les ravages que constituent les stupéfiants en matière de santé. Bien sûr, il y a la lutte contre l'économie parallèle qui est générée par ces trafics, qui se prêtent à des enquêtes qui ne sont pas toutes sur la voie publique, naturellement. Et puis, il y a la lutte quotidienne contre la tenue des points de deal, avec une présence accrue des policiers dans les quartiers, des renforts qui ont été donnés. Je rappelle que l'agglo de Grenoble a eu pratiquement une centaine de policiers supplémentaires sur les 4 dernières années. Ces policiers, ils ne sont pas dans leur bureau, ils sont dans les quartiers, ils sont sur le terrain. Ça aboutit à une augmentation très forte des quantités saisies. Ça aboutit à encore une fois, des amendes contre les consommateurs plus nombreuses. Donc c'est tout ce travail de fourmi qui est mené jour après jour, sans baisser les bras, parce que ça pourrait être la tentation, oui. Sans baisser les bras. Et puis s'agissant des plus jeunes, c'est évidemment ce qui est fait avec les équipes, alors cette fois-ci en lien avec les communes, avec la métropole, avec l'éducation nationale, pour aller rechercher des plus jeunes et les remettre plutôt dans les salles de cours que dans les bas d'immeubles. Vous avez une idée de l'ampleur de ce que représente le trafic de stupéfiants sur l'agglomération grenobloise en chiffre d'affaires? Non, c'est très difficile. Non, c'est très difficile à estimer. On ne sait pas quelle est la part qu'on arrive à intercepter, donc je me garderai bien de rentrer dans ce type de conjecture. Vous évoquiez la guerre de territoire. On a déjà connu ça par le passé à Grenoble. Il y a eu plusieurs fusillades dans le quartier Saint-Bruno, plusieurs aussi du côté de la place Hoche. C'est les 2 points chauds de Grenoble en ce moment? Écoutez, d'abord, il y a des enquêtes en cours. Et là, ce n'est pas à moi de communiquer, c'est au procureur de la République s'il le souhaite. Il faut se garder de faire des amalgames en essayant de tout mettre dans le même panier, parce que ce n'est pas toujours démontré ou démontrable. Avant l'été, en particulier sur le secteur Hoche, on était probablement dans une lutte de territoire, mais encore une fois, je ne veux pas m'aventurer plus avant sur des enquêtes judiciaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on suit évidemment ces sujets de très près, pour essayer aussi d'ajuster notre présence en fonction de ce qu'on sent éventuellement de tension dans les quartiers. On a suffisamment aussi de relais de proximité pour pouvoir ajuster notre présence quand c'est nécessaire. Je vous fais réagir à un autre petit extrait, toujours sur CNews, qui avait pris Grenoble un peu en grippe. Vous avez des sources la semaine dernière, j'ai pris un peu les extrêmes pour justement qu'on puisse donner la voix du préfet ici en Isère. Voilà, on réagit juste après. On a beaucoup parlé des territoires perdus de la République. Quand on parlait de ces territoires-là, on parlait souvent de quartiers bien définis, bien précis. Là, vous avez raison, avec Grenoble, c'est la preuve que justement ces territoires s'étendent. Et pourquoi ce sont des territoires perdus à la République? C'est parce que ce sont des États dans des États. Ce sont des États qui ont leur propre économie. Ici, le trafic de drogue, qui d'ailleurs génère des sommes absolument folles. On a des gamins de 20 à 25 ans ici qui sont capables de brasser des millions. Bon, elle a l'air de mieux savoir que vous l'ampleur du trafic de drogue. En tout cas, c'est le genre de discours peut-être un peu caricatural qu'on entend régulièrement sur les plateaux télé, pas que sur Grenoble, mais sur ces territoires de non-droit. L'impact du trafic, il y a une réalité. Qui peut le contester? Bon. Mais encore une fois, le sujet, c'est pas de s'arrêter à un constat et puis de dire, voilà, c'est d'aller lutter chaque jour contre les trafiquants, avec des choses qui se voient sur la voie publique, avec des arrestations de dealers qui sont en augmentation, un constat fait par les services de police avec une hausse des infractions liées au trafic de stupéfiants en hausse de 30%. Ce n'est pas des gens qui viennent porter plainte, c'est les policiers qui font des interpellations, les policiers ou gendarmes. Et puis des enquêtes judiciaires de plus long cours qui se traduisent par des prises plus importantes, comme encore récemment sur l'autoroute avec plusieurs centaines de kilos saisis qui étaient probablement en partie destinés au marché, si je puis dire, et surtout au trafic et à la délinquance grenobloise. Après, il y a des quartiers dans Grenoble qui sont parfaitement identifiés, sur lesquels nous travaillons en liaison avec les collectivités, avec les bailleurs sociaux, avec les sociétés de transport, pour être le maximum, j'allais dire, en anticipation et en réaction, et puis venir quand même, c'est l'objectif principal, restaurer effectivement l'application du droit et des lois de la République dans ces quartiers, et rendre confiance aux honnêtes gens, qui sont quand même la majorité des femmes et des hommes qui habitent là, rendre confiance aux honnêtes gens dans les institutions, dans l'action de ces institutions. Ce n'est pas facile,
Ça, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais c'est bien notre objectif. Vous dites restaurer pour certains quartiers de Grenoble la loi. Il y a aujourd'hui des quartiers où la police ne rentre pas sur l'agglomération ? Non. Bon. Les territoires perdus de la République, c'est peut-être aussi un peu exagéré. Je laisse à la personne, à la journaliste, la responsabilité de ses propos. Juliette Briens, pour le coup, oui, mais pas la seule. je lui laisse la responsabilité de ses propos et à votre question précise, je réponds non, il n'y a pas de quartier où la police ne va pas. Légaliser le cannabis, comme le propose Éric Piolle, notamment le maire de Grenoble, ça pourrait être une Alors là, solution. je laisse à Éric Piolle cette proposition. C'est clairement un débat qui dépasse la responsabilité qui est la mienne, qui est un débat politique qui peut avoir tout à fait sa justification. Moi, je suis là pour faire appliquer les lois de la République. Il y a beaucoup d'exemples où ça a été essayé avec des résultats contrastés. Mais encore une fois, je laisse... alors, pour le coup, à vos invités politiques, le soin d'apporter la réponse qu'ils souhaitent. Moi, encore une fois, je suis dans l'application des lois de la République, c'est mon rôle. Alors, vous n'êtes pas en phase non plus avec le maire de Grenoble sur l'utilisation de la vidéosurveillance. Lui est plutôt opposé. C'est un outil comme un autre, on va dire, pour résoudre certains problèmes. L'efficacité est discutée, en tout cas du côté d'Éric Piolle. Il fait souvent référence à une étude de la gendarmerie qui donnait 4% de Oui, mais cas l'étude de la résolus. gendarmerie, il faut la lire jusqu'au bout. 4% de cas résolus grâce à la vidéosurveillance. Il faut la lire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle dit, plus vous avez un réseau performant, pas forcément pour se transformer en régime autoritaire, mais avec des caméras là où il faut, de bonne qualité, adaptées à ce qu'on veut en faire, plus ça vous est utile. Et plus votre réseau il est dispersé, effiloché et pas performant, moins forcément c'est utile. Bon, c'est assez... ça paraît évident de le dire comme ça, mais encore faut-il aller jusqu'au bout. Bon. Ensuite, demander à n'importe quel, aujourd'hui, policier ou gendarme, demander au procureur de la République leur perception de l'utilisation et de l'efficacité de la vidéoprotection, vous aurez une réponse, je pense, assez unanime pour dire que c'est un outil qui a fait ses preuves, qui est utile, pas forcément à l'instant même où un fait se passe. Parce que ça suppose d'avoir un centre de supervision avec des gens qui regardent toutes les caméras en même temps. Ça, vous trouvez ça rarement. Mais en revanche, pouvoir prendre la main quand on sait qu'il y a un incident, un problème d'ordre public, pouvoir prendre la main, zoomer, ou bien ensuite, dans le cadre des enquêtes, pouvoir remonter le trajet qui a été fait par des gens, les localiser, éventuellement avoir une plaque automobile qui apparaît, ça, c'est très utile. Mais posez la question aux professionnels policiers et gendarmes, ils vous répondront bien mieux que moi parce que c'est eux qui utilisent ces images, qui vous disent comment ça peut être utilisé dans les procédures et qui font, j'allais dire, la promotion de ce dispositif. C'est pas pour rien si on parle, pas de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection. C'est parce qu'on est bien dans une logique de protection de l'espace public, de protection de nos concitoyens. Accessoirement pour les maires, beaucoup en font l'usage, parce qu'il y a Grenoble, mais il n'y a pas que Grenoble. Envoyer des images des Chirolles. C'est aussi, voilà, et Chirolles, bon, aussi, voilà, une autre connotation politique. Et donc, on a aussi des questions d'occupation sauvage de la voie publique, du stationnement gênant, des dépôts d'ordures. Tout ça se prête aussi à de la verbalisation à distance, sans qu'il y ait besoin de déployer des armadas d'agents. Donc tout ça a un intérêt. Et c'est vrai que nous avons un débat avec le maire de Grenoble sur l'augmentation, parce qu'il y en a, mais l'augmentation de la vidéoprotection dans l'espace public grenoblois, avec des secteurs sur lesquels on a proposé de faire des efforts et où la discussion se poursuit. Vous pensez que vous allez réussir à le persuader ? Écoutez, en tout cas, je peux dire que nous avons fait des propositions très précises, que nous avons des secteurs sur lesquels j'ai bon espoir qu'on arrive à bouger, mais encore une fois, je ne suis pas seul dans l'affaire. Le préfet n'a pas l'autorité sur une commune pour imposer ce type d'équipement, par exemple. On peut aider au financement, mais après, c'est une responsabilité, effectivement, sur l'espace public qui appartient au maire. Un dernier mot avant de changer de sujet, parce que ça s'est aussi invité dans l'actualité de cette rentrée, les rodéos urbains. Je parlais des fusillades en disant un jour ça va mal finir. Là, pour le coup, ça a mal fini. Il y a eu un accident mortel en Isère il y a quelques jours. Là aussi, vu du point de vue d'un citoyen, journaliste ou citoyen, on a l'impression que il n'y a pas vraiment de solution à ce genre de phénomène. Il y a des contrôles, mais que derrière, tout repart. D'abord, cette année, il y a des accidents dramatiques et toute vie perdue inutile, c'est toujours, par définition, c'est inutile et dramatique. Bon. Ensuite, il y a cette année un volume de rodéo tel qu'on a pu le constater, qui est une très nette baisse par rapport à l'année précédente.
peut-être c'est lié au climat, et à je ne sais quel autre phénomène. C'est aussi lié quand même à l'effort qui a été fait à la demande du ministre de l'Intérieur pendant tout le courant du mois d'août et en septembre pour lutter contre les rodéos, avec des saisies de plusieurs dizaines de scooters et de motos et même de voitures qui ont été saisies, et des infractions qui ont été relevées. Il y a vraiment eu un effort très important de fait. Et ça a été, ça le reste, mais enfin la saison est en train de passer, si je puis dire. Ça a été pour nous une priorité à la fois nationale et locale. Non, on voit justement quelques images d'un contrôle nocturne. Oui, mais il y en a eu. Sur les contrôles. Il y a eu des rodéos, mais il y a eu aussi des contrôles. Voilà. Autre dossier qui s'invite régulièrement dans l'actualité grenobloise, qui fait partie de vos compétences, c'est celui du logement, de l'hébergement d'urgence. Depuis lundi, des familles occupent l'école Malherbe à Grenoble. Je vous propose de regarder le reportage réalisé par Charlotte Faulkner et on en parle juste après. À l'heure où les enfants quittent l'école Malherbe pour rentrer chez eux, certains font le chemin inverse. 3 familles venant d'Albanie et d'Angola vont passer la nuit dans l'établissement scolaire. Des familles qui n'ont pas de toit et qui dorment dans la rue avec leurs enfants. Face à cette situation, un collectif de parents d'élèves, en lien avec le réseau d'éducation sans frontières, a décidé de leur venir en aide en les installant dans l'école. Il y a 2 familles qui viennent d'Albanie, qui ont été déboutées du droit d'asile, mais qui ne peuvent pas repartir dans leur pays parce qu'elles ont des menaces de mort. Donc elles préfèrent être à la rue en France. Elles se sentent plus en sécurité qu'être dans leur pays. Il y en a une qui avait trouvé un peu des solutions, mais qui là n'a plus de solution. Et puis une autre qui dort dans le parc de l'Alliance depuis plusieurs semaines. C'est une situation qui n'est pas normale et révoltante, et du coup on a envie de les mettre à l'abri, et voilà. Sur les 400 élèves de l'école primaire Malherbe, 5 enfants vivent donc dans la rue. Une situation intenable pour les familles qui met en danger la santé de leurs enfants. C'est très fort avec les enfants, et les enfants il est malade tous les 2, ils toussent beaucoup. Et je laisse un médecin, le médecin il me donne les sirops pour tout ça. C'est bien pour nous qu'on a l'aide un petit peu, merci pour tout. J'espère qu'on a trouvé une place pour dormir avec mon enfant et mon mari. Pour Katia, seule avec ses 2 enfants, cette solution était inespérée après avoir appelé le 115 à de nombreuses reprises sans succès. On dort dans la rue. Nous n'avons pas encore d'endroit. J'appelle depuis 2 mois le 115 et à chaque fois, ils me disent que je dois attendre. Pour le moment, ils n'ont pas de place. L'un de mes enfants a des réactions allergiques quand nous dormons dans le parc. Il a des inflammations sur le visage. Dormir dans les rues, c'est trop dangereux pour moi et mes enfants. Une trentaine de parents composent le collectif qui a prévenu, tant qu'une solution d'hébergement n'aura pas été trouvée pour ces familles, celles-ci continueront de dormir à l'école. Certains membres du collectif se disent même prêts à participer au loyer des familles afin de les mettre à l'abri pour cet hiver. Bon, j'imagine que vous suivez cette affaire comme d'autres, parce qu'elle n'est pas isolée sur l'agglomération grenobloise. Oui, alors évidemment, vous mettez en avant une situation... alors, je ne sais pas très bien s'il faut parler d'occupation, parce que finalement, c'est plutôt un accueil. Oui. Ils passent la nuit à l'école oui, mais puis, et libèrent les locaux le matin. Il y a des familles avec des enfants, donc je vais dire c'est une solution provisoire. On aurait pu faire un reportage sur... les centres d'hébergement d'urgence qui, tous les jours en Isère, accueillent, à l'heure où je vous parle, pratiquement 2000 personnes financées par l'État, donc par vous et moi comme contribuables, avec 7 millions d'euros qui sont engagés chaque année pour assurer le financement de ces 2000 places. Alors évidemment, je ne conteste pas qu'il y a des situations encore à régler, avec un système qui a beaucoup augmenté ces dernières années. On a augmenté de près de 25 ou 30% les places d'hébergement d'urgence en Isère depuis 3 ans. Et avec ça, ce système, il est en permanence saturé, avec des personnes qui, comme les familles dont on a parlé là, qui sont déboutées du droit d'asile, qui sont dans des situations de séjour en France qui ne sont pas toujours réguliers. Donc on les accueille au titre de l'hébergement que l'on doit aux personnes en situation de vulnérabilité. Mais effectivement, il y a un moment où on a une forme de saturation du dispositif. Donc actuellement, on a cette situation sur le camp de l'Alliance
où il y a sans doute une centaine de personnes dont sont issues les familles qu'on vient de voir à l'écran. Nous travaillons avec la métropole et la ville de Grenoble à trouver des solutions pour ces personnes. Certaines relèvent sans doute, parce qu'elles ont fait des demandes d'asile, d'un dispositif qui est encore un autre dispositif d'hébergement, avec là aussi plus de 2000 places pour les demandeurs d'asile dont le dossier est encore en cours. Et puis pour les autres familles, celles qui sont en particulier vulnérables avec des enfants en bas âge, comme celles qu'on vient de voir, on va regarder quelles solutions on peut apporter. L'objectif, évidemment, c'est pas de laisser perdurer cette situation plus que nécessaire. Donc avec nos partenaires métropole et ville, l'objectif, c'est bien d'arriver à trouver des solutions dans les toutes prochaines semaines pour ne pas aller dans la période hivernale avec les températures froides qu'on peut imaginer. Après, encore une fois, il y a eu un énorme effort de fait avec nos opérateurs, avec le 115, pour augmenter le nombre de places. Le sujet, c'est aussi qu'on arrive, pour les gens qui sont dans ces hébergements d'urgence et ceux qui ont vocation à rester dans notre pays, qu'on arrive aussi à les mettre dans un chemin vers le logement, et le logement de droit commun, parce que l'hébergement d'urgence, c'est quand même des structures, comme leur nom l'indique, qui sont censées être là pour répondre à une demande urgente. Bon. Et après, pour tous ceux qui ont un titre de séjour, qui peuvent avoir un emploi, l'objectif, évidemment, s'agissant des étrangers, il n'y a pas que, mais c'est quand même une majorité de ceux qui sont là, c'est évidemment de pouvoir les mettre dans le parcours de logement, de libérer des places, d'assurer une forme de fluidité. C'est pas facile, on y travaille avec nos opérateurs et la direction des solidarités de l'État. Mais s'agissant des cas qu'on vient de voir à l'écran, encore une fois, dans le cadre plus général du parc de l'Alliance, on travaille à des réponses dans les semaines qui viennent. Vous évoquez ces campements dans Grenoble ou dans l'agglomération. Hein. Il y en a de façon récurrente depuis de nombreuses années. À l'Alliance, il avait été cassé l'hiver dernier, et puis les personnes sont revenues. Là, il y a quelques images de Valmy dans le parc Mistral. Alors, vous n'étiez pas encore en poste à l'époque, mais c'était à peu près le même cas de figure. Et la ville de Grenoble renvoie souvent sur ce genre de situation la patate chaude à l'État. C'est votre rôle d'assumer ce type de situation, de trouver des solutions ou éventuellement d'expulser Je pense que dans ces affaires-là, qui sont très souvent humainement difficiles, avec des familles, avec des mamans, souvent seules, avec des enfants. Bon, il peut derrière y avoir des trafics, des phénomènes de prostitution, on le sait. Je pense que notre intérêt, c'est de jouer autant qu'on peut, si je puis dire, collectif. Et le renvoi, si je puis dire, de c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, on peut tous le jouer, mais à la fin, je ne suis pas persuadé que ça rende service au collectif et à la cause qu'on prétend servir. C'est aussi le cas d'ailleurs d'une partie des réseaux associatifs qui sont engagés dans ces démarches, qui pour certaines... On voit bien que quelquefois, quand on demande qui sont les gens dont vous nous parlez, ont un petit peu de mal à donner des cas précis, ce que je regrette d'ailleurs, parce que soit il y a des situations précises, je ne parle pas des gens qu'on a vus là, soit il y a des cas précis et à ce moment-là, on les traite, soit il n'y en a pas et à ce moment-là, on est quand même sur un autre comportement. Donc moi, encore une fois, je pense qu'indépendamment de toute considération de positionnement politique, puis ce n'est pas mon rôle, je crois que dans ces sujets qui sont humainement difficiles, où on a tous besoin de mobiliser nos capacités, on a tout intérêt à jouer le plus collectif possible. Et c'est ce qui anime d'ailleurs la convention qu'on a signée avec la métropole, la ville et le département sur la résorption des squats, en particulier quand il y a des campements avec des populations roms. Et puis, où là, on a un travail qui est bordé par ce protocole qui nous rassemble, où chacun finalement prend des engagements d'action. Et puis sur des situations type camp de l'Alliance, là aussi, il y a des réunions partenariales en cours. On ne les publicise pas, on ne les met pas sous le regard des caméras, mais elles ont lieu, elles nous permettent de mieux connaître qui sont les gens qui sont là et de réfléchir à la suite. Un accueil qui semble poser moins de problèmes, c'est celui des Ukrainiens. Je crois qu'il y en a à peu près 2000 qui sont arrivés dans le département depuis le début de la guerre. Ils ont un statut particulier par rapport à d'autres migrants, ces Ukrainiens ? Oui, alors ils ont un statut particulier qui a été décidé très vite après l'agression russe contre l'Ukraine, qui est de leur donner un statut intermédiaire entre, pas tout à fait celui de réfugiés à qui on a accordé le statut de l'asile,
mais pas non plus le statut des étrangers, le titre de séjour de droit commun. C'est une protection intermédiaire qui est à chaque fois de 6 mois renouvelable. Et là, l'Europe vient de décider de prolonger le bénéfice de cette mesure, j'allais dire hélas, parce que ça veut dire qu'on anticipe que le conflit en Ukraine va durer jusqu'à 2024. Donc leur statut leur permet d'avoir droit à la même aide financière que celle qui est donnée aux demandeurs d'asile. Ils ont la couverture médicale, ils ont bien sûr l'accès à l'école pour les enfants. Et donc nous avons effectivement près de 2000 Ukrainiens qui sont arrivés en Isère depuis le début de ce conflit terrible. Et notre enjeu aujourd'hui, alors il y a des situations effectivement plus faciles, mais on sent bien sûr, il y a ceux qui n'avaient pas de lieu d'hébergement chez des particuliers, il y a des particuliers qui ont accueilli les Ukrainiens de manière très généreuse au début, qui évidemment maintenant s'épuisent un peu. Et donc notre enjeu, c'est quand il y a besoin, de trouver des solutions de logement là aussi plus pérennes pour les familles ukrainiennes qui vont rester, et puis de mettre en emploi les Ukrainiens qui le peuvent et qui le veulent. Et donc, on est en train de voir, là, depuis quelques semaines, une montée assez régulière des Ukrainiens, surtout des Ukrainiennes, qui ont trouvé un emploi et qui sont en activité. Et puis, évidemment, le souhait qu'on a, c'est que toutes ces familles puissent repartir et rentrer dans leur pays et dans les meilleurs délais et dans des conditions, bien sûr. Vous notez déjà des retours, non ? Il y en a, mais enfin, il faut être honnête, c'est peu nombreux. La situation en Ukraine, on le voit, malheureusement, n'est pas bonne. Et donc, tout ce qu'on peut souhaiter, malgré tout, c'est que ce pays retrouve la paix et puis, après la reconstruction, que chacun puisse y revivre. Alors, cette guerre en Ukraine qui a accéléré, on va dire, la crise énergétique mondiale. En marge de cette crise, il y a les grèves dans les raffineries en France qui ont un impact sur le quotidien aussi ici en Isère, avec des stations-service qui sont prises d'assaut, une partie d'ailleurs qui sont en rupture de carburant, en tout cas les queues pour faire le plein sont légion dans l'agglomération grenobloise. Quelle est la situation aujourd'hui ? On enregistre cette émission. Alors depuis quelques jours, et ce jour ne change pas la tendance, on a moins d'une dizaine de stations sur le département, pour ce qu'on en connaît, qui sont en rupture complète, donc ils n'ont plus rien dans les pompes, si je puis dire. Et puis, donc ça reste très limité, mais on a un peu moins de 30% des stations à qui il manque au moins un carburant. Voilà. Après, les contacts qu'on a, par exemple, avec la direction régionale de Total, ça nous indique qu'il y a des ravitaillements qui se font tous les jours. Parce qu'on parle beaucoup des raffineries en grève, mais les dépôts en Isère, pour l'essentiel, ils fonctionnent librement. Donc il y a des ravitaillements qui se font d'une station à l'autre. D'ailleurs, selon les réseaux de réapprovisionnement, c'est très variable. Et moi, je peux qu'appeler de nouveau chacune et chacun au maximum de responsabilité. Quand il n'y a pas besoin d'aller faire le plein, de ne pas se précipiter en imaginant manquer, voilà, et de n'y aller que s'il y a vraiment besoin, pour pas surajouter, j'allais dire, à la longueur des files d'attente et au fait de vider les pompes aussi vite qu'elles sont réapprovisionnées. Tous les jours, il y a des livraisons qui se font, et puis on espère bien entendu que les négociations en cours, qui ont donné des résultats chez Esso, on va voir chez Total, vont permettre d'avancer dans les prochains jours. Vous avez pris la décision d'interdire le remplissage de réserves, de jerrycans. Remplir les jerrycans, d'abord, ça prend du temps. Ça crée un danger parce qu'on ne transporte pas du carburant comme ça sans risque. Et puis, ça agace tout le monde, il faut bien le dire, de voir des gens remplir. Bon. Et donc, alors, il y a quelques usages professionnels sur lesquels on a demandé un peu d'attention de la part des stations-service. Mais pour le grand public, effectivement, on interdit le surstockage et ce temps passé à remplir des récipients. Il faut un peu de solidarité entre tous, ne nuit pas. Alors, ces difficultés dans les stations-service ont un peu éclipsé le plan de sobriété énergétique qui a été dévoilé. Oui, pourtant on est bien dedans aussi. C'est vrai que c'est bien, on est bien au cœur du sujet finalement. C'est notre dépendance aux hydrocarbures. J'imagine que la préfecture, comme toutes les administrations, va être sujette à ces mesures d'économie. Alors, le bâtiment n'est pas forcément le plus facile. Non, le bâtiment historique que vous montrez là à l'instant, oui. 19 degrés dans le bâtiment de la préfecture, il faut quand même chauffer, j'imagine. Ah, oui, d'abord parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui y travaillent et que là, vous montrez les salons historiques, donc c'est sympathique, mais c'est évidemment pas là que les agents travaillent. Et c'est pas forcément dans ces grandes pièces qu'on cherche à être au maximum du chauffage. Notre sujet, c'est que les services de l'État
comme les entreprises, comme les autres institutions, comme nous tous, comme citoyens, on doit contribuer, et pour l'État de manière exemplaire, on doit contribuer à la réduction de 10% de notre consommation d'énergie qui nous permettra, cette année et l'année prochaine, de passer normalement les pics de l'hiver sans qu'il y ait besoin de mesures plus coercitives, plus obligatoires, comme les délestages électriques ou les coupures de gaz. Bon. Et donc, c'est ça l'objectif. C'est au-delà de la réduction de la facture énergétique, c'est aussi de passer les crêtes de consommation qu'on imagine plutôt en hiver. Bon. Donc tout le monde est appelé à participer de cet effort. Le plus efficace, c'est la température du chauffage. C'est ça qui rapporte le plus. C'est vraiment d'être sur 19 degrés pour le chauffage de son logement. Ça rapporte presque la moitié finalement des gains de toutes les autres mesures, éteindre les ampoules, mettre des LED à la place. Enfin, bon. Donc tout ça, ça contribue. Il y a des choses très simples, d'éteindre les pièces quand on s'en va, plutôt que de laisser allumer toute la journée. En débrancher ses prises de chargement, là, ce qu'on bien dire, on a un peu perdu l'habitude de faire, alors que ça fait des années qu'on nous le dit. Tout ça, ça contribue à la réduction de la consommation énergétique. Puis sur le long terme, on a un objectif collectif de baisser de 40% notre consommation d'énergie si on veut être à la neutralité carbone en 2050. Donc pour la génération, on doit être à peu près de la même qui nous suit, 2050 neutralité carbone, il faut baisser de 40%. Alors on voit déjà pour 10, on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts. Bon, donc il y a la rénovation des logements qui est aidée par des primes qui sont payées par l'État. On a sur 2 ans, c'est pratiquement 100 millions d'euros d'aide au titre de MaPrimeRénov' qui ont été versés en Isère, avec 27 000 logements qui ont été aidés à ce titre. Donc c'est des chiffres quand même très importants. Bien sûr, l'action des collectivités locales avec la rénovation thermique de très nombreux bâtiments. Sur les subventions de l'État, on a en 2022 consacré 9 millions d'euros pour une centaine de projets au titre de la rénovation thermique, donc la moindre consommation des bâtiments. Je vais tout à l'heure à Saint-Barthélemy de Séchilienne pour inaugurer un nouveau bâtiment. Un des sujets, c'est évidemment la connexion au chauffage urbain et la réduction de la consommation d'énergie. Et puis sur l'État, donc bien sûr des projets importants. Alors pas la façade de la préfecture qui a été lancée avant, qu'on remarque quand on est grenoblois, mais la rénovation, par exemple, de la sous-préfecture de Vienne, où il y a des efforts importants qui ont été faits, la cité administrative d'Aude, que peut-être certains de nos téléspectateurs connaissent, qui fait l'objet d'un projet aussi important. Voilà, il y a au niveau de l'État aussi, on a des projets de rénovation thermique pour moins consommer. Vous évoquez ces 19 degrés qui sont le plancher un peu clé pour ces plans de sobriété. Est-ce qu'il y aura des contrôles? Est-ce que l'État va contrôler dans les entreprises ou c'est simplement... La Première ministre l'a dit et répété, le sujet, c'est l'incitation et c'est la prise de conscience. On ne peut pas tous se dire « Oh là là, le réchauffement climatique, c'est très grave ». Et puis derrière, ne pas chacun en tirer des conséquences dans ses comportements avec des choses, encore une fois, toutes simples, parfois, où c'est finalement la responsabilité de chacun qui est appelée. Ensuite, sur les collectivités, les services, il y a des mesures de consommation. Le contribuable et l'électeur verra tout de suite qui a fait des efforts et qui en a moins fait. Et puis, il y a des annonces qui sont faites des collectivités sur la température de l'eau des piscines, sur éventuellement l'extinction de certaines parties de ville à telle ou telle journée. Enfin, on voit bien que les initiatives se multiplient et plutôt que de raisonner sanctions et contrôles, ce qui est un peu toujours notre tendance, il y a une invitation à être finalement citoyen. Vous évoquiez la possibilité de coupure. C'est une réalité ou c'est pour faire un peu prendre conscience à... Non, c'est une réalité. C'est-à-dire que si on a des températures très basses avec une consommation d'énergie qui ne diminue pas, et on peut avoir des tensions sur le réseau électrique, donc avec des hypothèses de délestage. Le délestage, c'est 2 heures dans la journée avec un préavis la veille, envoyé par Enedis, qui sera le responsable des délestages sur les téléphones de ses clients qui seraient concernés. Donc nous, on a fait des listes de structures pour lesquels on pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de délestage parce que ça met en péril leur activité, établissements de soins, pompage d'eau potable, entreprises qui ne peuvent pas supporter de coupure électrique, qui n'ont pas les groupes électrogènes aussi pour prendre le relais. Mais oui, c'est une perspective. Et puis il y a la question du gaz derrière, où là, ça ne concerne que les très gros consommateurs de gaz et où on fait exactement le même travail pour identifier les structures où on ne peut pas couper le gaz et celles où
On peut le faire avec des conséquences bien sûr économiques, mais pas de mise en péril de la sécurité des personnes ou de l'outil industriel. Les stations de ski, qui par définition vont tourner pendant l'hiver et consomment beaucoup d'électricité, elles peuvent être sujettes à ces coupures temporaires ? Les stations de ski n'ont pas été mises dans les exemptions de délestage. Donc elles pourraient pendant 2 heures s'arrêter. Oui, dans l'absolu, oui, mais l'objectif, c'est pas... Encore une fois, le délestage, c'est l'ultime recours. C'est pas la solution première. Mais dans l'absolu, oui. En effet, beaucoup de structures, pendant 2 heures, peut-être un jour, peuvent être concernées par ces mesures. Encore une fois, c'est l'ultime secours. C'est pas le point d'entrée dans le sujet. Alors, le gouvernement veut accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire. En Isère, il y a un projet de construction de 11 éoliennes sur la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye. Alors, le projet a été initié en 2014. La préfecture, vous n'étiez pas encore en place, mais a autorisé sa construction en 2019. On est bientôt en 2023 et le projet n'a toujours pas été lancé. À l'aube de 2050, on ne sera peut-être pas encore avec des éoliennes sur le territoire isérois. Ce qui est sûr, c'est que si on veut augmenter notre production d'énergie, il y a les projets sur le nucléaire qui sont portés par le gouvernement, mais qui prennent du temps. Et les premiers réacteurs nouveaux, ils sont, même en accélérant tout ce qu'on peut, ils ne sont pas attendus avant 2035, à l'exception de l'EPR en Normandie. Là. Après, si on veut aller plus vite, il n'y a que les énergies renouvelables qui nous permettent rapidement de produire davantage d'énergie et en plus dans une logique d'énergie renouvelable, donc sans effet carbone. Et là, on a un exemple où il y a pratiquement 10 ans, rien n'est encore lancé. Le gouvernement a adopté il y a quelques jours en Conseil des ministres un projet de loi pour accélérer les autorisations d'installation d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est pour permettre de raccourcir le temps et les procédures parce que c'est trop long. Et puis sur les projets qui sont déjà en cours, vous évoquez le projet d'éolienne à Saint-Antoine-l'Abbaye. Il est autorisé depuis 2019, il y a des contentieux. Le porteur de projet n'a pas voulu, qui a gagné en première instance, il y a un appel au Conseil d'État. Le porteur de projet n'a pas voulu démarrer tant qu'il n'avait pas purgé son contentieux. Là, c'est son choix. On n'est pas le seul à avoir ce type de comportement. Moi, ce que je constate, c'est que en Isère, on est en retard, mais comme dans toute la région, sur les objectifs qui avaient été fixés par le Conseil régional en matière de production d'énergie renouvelable. On est même très en deçà de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, nos priorités, on a beaucoup d'hydraulique historiquement, et on est un gros producteur d'énergie de sources hydrauliques. Il y a encore quelques projets. On les instruit. Sur le photovoltaïque, clairement, c'est là où on a des marges de progression, à la fois sur le bâtiment et sur des parcelles non agricoles et non naturelles. Mais on a des sites où on peut parfaitement mettre du photovoltaïque, y compris au sol. Et puis, de manière sans doute marginale, il y a l'éolien, avec des projets comme celui que vous avez cité, et puis peut-être d'autres qui viendront. C'est vrai que l'éolien suscite des réticences. Après... on joue sur l'ensemble de la palette. Il y a la méthanisation aussi que vous n'avez pas évoqué, mais qui se développe dans le département. En tout cas, il faut pousser sur l'ensemble de ces énergies renouvelables et on aura l'occasion le mois prochain de réunir, je l'espère, avec les grandes institutions qui accompagnent l'État dans cette démarche, tous les partenaires concernés par le sujet énergie renouvelable pour partager le diagnostic et essayer de se fixer des objectifs. Non, il y a effectivement un méthaniseur qui fonctionne depuis quelques années du côté d'Aprieux. Oui, il y en a plusieurs. Du département. Un point sur le chômage en Isère. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, on est un des départements avec le plus bas taux de chômage. On est autour de 6% pour la catégorie A, donc celle où les personnes n'ont pas d'activité du tout quand on leur demande si elles sont sans emploi. On a 50 000 chômeurs de catégorie A dans le département. C'est un chiffre qui est stable depuis plusieurs mois. Alors même qu'on a un nombre de personnes en emploi qui augmente. Donc voilà, on a un nombre de personnes encore sur lesquelles on a évidemment envie de les remettre en emploi. Vous avez plein de chefs d'entreprise, malgré la hausse du coût de l'énergie, malgré ce qu'on entend sur la conjoncture qui ralentit. On a encore plein de chefs d'entreprise qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter des salariés quand ils en ont besoin. Donc on a un enjeu à la fois de court terme, de rapprocher ces personnes sans emploi avec les chefs d'entreprise
dans une démarche un peu nouvelle, parce que sinon on y serait déjà arrivé. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise doivent avoir peut-être un logiciel un peu nouveau en termes de démarche de recrutement, hein, mettre en avant voilà, ce qui est offert en matière de transport, éventuellement la participation de l'entreprise aussi à la démarche RSE, la responsabilité sociétale, c'est des choses que les gens regardent plus. Côté demandeurs d'emploi et Pôle emploi, il faut aussi qu'on soit plus sans doute en orientation. Et puis sur le long terme, on a des enjeux très importants sur des filières, par exemple autour de Grenoble, le numérique évidemment, avec des annonces d'investissement très importants sur certaines entreprises de l'ensemble de l'agglomération. On sait qu'on a plusieurs milliers d'emplois dans ce domaine-là dans les 4-5 ans qui viennent. Et donc on a commencé à travailler avec les entreprises du secteur, la région, tout l'appareil de formation pour bien identifier les besoins, les compétences à 2, 3, 4 ans et adapter, mais ça c'est dans un deuxième temps, l'outil de formation pour apporter en temps voulu des femmes et des hommes qui soient prêts à rentrer dans ces entreprises. Bon, un domaine qui est un peu en tension en ce moment et notamment à l'approche de l'hiver, c'est tout le domaine du tourisme et des stations de ski se tenait cette semaine à l'initiative de Pôle emploi. On va en voir quelques images. Un premier salon saisonnier, en tout cas le premier regroupé à Grenoble et concernant tous les massifs isérois. On a vu l'an dernier certaines petites stations qui n'ont pas pu ouvrir faute de main-d'œuvre suffisante. C'est des inquiétudes qui pourraient se répéter cette année sur ce secteur de l'activité du tourisme. L'emploi saisonnier, c'est compliqué, à la fois parce qu'il faut héberger les personnes, il y a de la concurrence entre les différents départements, c'est évident, entre les territoires, entre les secteurs d'activité. Quand tout le monde embauche, évidemment, il y a de la concurrence. C'est une très bonne initiative que tous les acteurs concernés par l'emploi saisonnier soient réunis justement pour éviter chacun de se faire, de jouer sa carte dans son coin. Notre objectif maintenant, évidemment, c'est d'arriver à mettre des gens en face de toutes ces offres. Une première démarche là, pas mal de contacts qui ont été pris, semble-t-il, y compris avec simplement des profils plus que des compétences que les entreprises retiennent maintenant. Et on va continuer, c'est le sens de tout ce qui est entrepris avec chaque bassin d'emploi, que de pouvoir adapter les démarches. On a inauguré il y a quelques semaines dans le centre du département un atelier qui travaille pour Hermès, 100 personnes recrutées près du Grand Lens pour des choses très précises de couture. Bon, mais il y a eu des mois de démarches pour trouver les personnes et elles sont aujourd'hui en emploi et l'entreprise tourne. Donc, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais on peut y arriver. Élisa Martin, la députée de Grenoble, était notre invitée la semaine dernière à votre place, Laurent Prévost. C'est le jeu, on lui a demandé de vous poser une question, on l'écoute. Monsieur le préfet, je veux vous saluer d'une façon républicaine et vous interroger quant au contrat de plan État-région qui aurait dû être signé fin 2021 au maximum et qui n'est toujours pas signé pour notre grande région. Je suis évidemment fort préoccupée par les projets structurants de la région, mais aussi ceux de la métropole, par exemple le fameux RER urbain, mais aussi la ligne Grenoble-Gap. Donc, comment pouvez-vous nous aider à ce que la voix des acteurs locaux, les 4 métropoles de la grande région se sont exprimées à ce propos, puisse être entendue? Bref, comment on fait pour que cette affaire sorte de la citadelle régionale de M. Vauquier et du bureau du préfet de région? Alors, ça, c'était la semaine dernière, cette question. Alors, moi, je suis préfet de l'Isère. D'abord, je ne parle pas pour toutes les métropoles et tous les départements de la région, et surtout pas à la place du préfet de région. Eh bien, Madame Martin a été entendue pratiquement au moment où elle me posait la question, puisque vendredi dernier, le préfet de région et le président de région ont annoncé l'accord qui est conclu sur le contenu du contrat de plan État-région, à l'exception justement du volet qui concerne les 4 métropoles. Bon, il y a un petit délai, mais il y a des discussions en cours. Et donc, sur l'ensemble des autres territoires, le contrat de plan est maintenant stabilisé. Il va passer, je crois, en plénière à la région dans les jours qui viennent, d'ailleurs. Et ça permettra une signature derrière par les deux qui doivent le signer, plus, pour l'Isère, le président du conseil départemental, Monsieur Barbier. C'est important parce que ça fait des mois, effectivement, que le contrat de plan est en négociation. Il a fallu affiner les choses. Il y a des enjeux, évidemment, majeurs pour le département. Le volet enseignement supérieur, recherche, innovation, il est calé aussi, y compris sur Grenoble, avec des montants importants, plus de 80 millions d'euros pour le pôle grenoblois. C'est quand même pas rien. Le volet culture, il est calé, avec des projets très importants pour le département de l'Isère,
et plusieurs de nos communes. Et puis, il y a cette particularité de ce contrat de plan en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est ce qu'on appelle le volet territorial, donc le cofinancement de projets qui sont portés par les intercommunalités. On en a évidemment dans notre département. Donc les choses avancent. En revanche, Madame Martin évoque dans sa question le RER ou la ligne avec Gap. Alors là, c'est un autre volet qui s'appelle le volet mobilité. À la fois, il y a le ferroviaire, le routier et puis aussi du transport par câble. Et là, il va rentrer en négociation. Le préfet de région attend son mandat de la part du gouvernement. Il était prévu depuis le début de découpler le volet transport du reste du contrat de plan. Donc là, on est encore avant. Mais sur le RER métropolitain qu'évoque Madame Martin, le projet, on en connaît les enjeux. Il faut un peu plus d'1 milliard d'euros pour financer la totalité de ce projet. Il y a des paliers intermédiaires, évidemment. Heureusement, le milliard d'euros, c'est d'ici 2035. Et moi, je veille, dans la mission qui est la mienne, avec les collectivités concernées, à ce que déjà le premier palier, qui est un palier en 2025, qui coûte 65 millions d'euros, déjà on puisse le mener à son terme avec des nouvelles haltes ferroviaires, avec des déplacements de gare, avec des effacements de passages à niveau. Donc on a déjà ce premier palier à passer tous ensemble et bien sûr le futur contrat de plan volet transport à négocier. Alors, une des collectivités concernées par ce RER métropolitain, c'est la région, qui est un financeur important de ce projet. On sait que Laurent Wauquiez n'a pas forcément envie de subventionner beaucoup le territoire grenoblois. Il l'a déclaré avant l'été suite à l'affaire du Burkini. Il l'a d'ailleurs mis en application en coupant certaines subventions, notamment dans le domaine de la culture. Ça vous inquiète cette guéguerre, on va dire, entre Grenoble et la région qui pourrait bloquer des projets structurants comme celui-là? Chacun, évidemment, prend ses responsabilités. Sur le projet de l'étoile ferroviaire grenobloise et du RER métropolitain, nous avons des comités de pilotage qui nous réunissent, alors pas tous les jours, bien sûr, mais à échéance régulière, avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris le conseil régional. Il y a des enjeux, évidemment, extrêmement lourds de financement, pas seulement de l'investissement, mais ensuite d'assumer le fonctionnement de ce type de dispositif. Là, la région comme autorité organisatrice, la métropole comme autorité organisatrice vont avoir un gros travail à faire ensemble. Et c'est un sujet qui va continuer de nous occuper pendant quelques temps. Pour l'instant, vous ne sentez pas de tension ou de retard potentiel entre ces collectivités? J'ai bien entendu ce qu'a dit le président du conseil régional. Bon, il y a évidemment une vigilance de la part de l'ensemble des acteurs sur les conséquences. Moi, je parle pour l'État. Et je peux dire que s'agissant de l'État, nous, évidemment, les projets qui concernent Grenoble et la métropole sont regardés avec la même attention que l'ensemble des autres territoires. Bon, c'est peut-être un rôle de médiateur aussi à jouer quand effectivement certaines collectivités ont du mal à se mettre d'accord sur des grands projets. On a parlé à plusieurs reprises d'Éric Piolle, ça tombe bien, ce sera le prochain invité du QG politique dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, on aura une émission un peu particulière qui donnera la parole à plusieurs vice-présidents de la métropole. Ça s'appelle le Brief Métro. Donc, c'est à vous, Laurent Prévost, de poser une question à Éric Piolle. Je vous laisse regarder la caméra et lui demander ce que vous avez envie. Monsieur le maire, une grande partie de cette émission a été consacrée au sujet de sécurité. Et donc, moi, je voulais vous proposer, évidemment, au travers de cette émission, vous demander votre engagement pour que nous puissions montrer aux Grenoblois le travail qui est conduit de manière partenariale sur ces questions de sécurité et vous demander donc si vous étiez prêt à signer avec moi un contrat de sécurité intégré qui nous permette, comme c'est le cas sur d'autres communes du département, eh bien de mettre de manière rassemblée et cohérente les engagements de l'État, bien sûr, mais les engagements de la commune, de l'ensemble des acteurs de la sécurité, au service des Grenobloises et des Grenoblois sur ce sujet si important des questions de sécurité, de la lutte contre la délinquance et de la lutte contre le sentiment d'insécurité qui, sans doute, anime une partie de nos concitoyens. Merci Laurent Prévost, préfet de l'Isère. Éric Piolle vous répondra le week-end du 28 octobre dans le QG politique, vendredi à 21h15, émission qui est rediffusée le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci. Télé Grenoble.